Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir à l'URML pour avoir les actualités sur le Covid-19 qui remplit l'actualité de toutes les médias nationales et qui nous concerne nous aussi, même si nous n'avons pas actuellement de cas de coronavirus. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le directeur général de l'ARS, le docteur Villiers, le professeur Cabier, donc tout le monde connaît, qui est infectiologue au CHU, et monsieur Blateau de l'ARS, directeur de la veille sanitaire. Il nous a semblé important de voir avec vous parce qu'on est dans une situation un petit peu particulière, puisque la Martinique, avec l'absence de circulation de virus et de cas avérés, est dans ce qu'on appelait la phase 1, qui était la phase en métropole il y a quelques temps. On accompagne un mouvement puisque on a une extension de la maladie en métropole importante, on a des îles voisines qui sont atteintes, mais finalement on reste encore dans une position de phase 1. Et surtout aussi qu'on puisse discuter de l'anticipation sur la phase suivante, sur la phase 2, sur la phase où le virus va circuler, et puis sur les préconisations de gestion qui sont les préconisations actuelles, qui sont un peu hospitalo-centrées, très clairement, mais ça a ses limites et ça aura vite ses limites en Martinique, et vous le savez, et sur la nécessité derrière d'aller sur une gestion en ambulatoire de ces cas, c'est-à-dire sur un mode de gestion qui sera proche de la grippe. Il faut que vous compreniez que personne n'a jamais géré une épidémie de coronavirus, de principe, et donc que beaucoup de choses se font aussi en se calant, en fonction de l'expérience, qu'on a, entre guillemets, la chance d'avoir des gens qui ont expérimenté avant nous la problématique en métropole et du coup qui nous éclairent sur les situations. On essaie d'apprendre, on essaie d'avancer, vous savez que ça c'est pas sans incident, entre guillemets, mais en ayant le but de protéger la population martiniquaise et surtout de se préparer à la suite, et c'est ça qui est important, de se préparer à ce que le virus arrive ici et qu'on se retrouve avec une épidémie en Martinique, ce qui quand même est l'hypothèse la plus probable. Donc vous savez que l'on a une stratégie en 3 stades. Le premier stade, c'est d'éviter l'introduction du virus et son installation. Le deuxième stade, c'est freiner la propagation du virus sur l'ensemble du territoire. Et le troisième stade, c'est atténuer les effets de la vague épidémique. On n'a pas encore eu le premier cas, et donc on est toujours au stade 1. Alors, ça a une importance parce que lorsque l'on est au stade 1, l'objectif est bien de détecter précocement le premier cas, ou les premiers cas, et donc tout le dispositif est centré sur le centre 15, le SAMU, l'infectiologue du CHUM et le CHUM. Donc, au niveau du port et de l'aéroport, dès la mi-janvier, il y a eu une information aux voyageurs qui a été mise en place. Alors au niveau du port, on a maintenant une équipe qui monte à bord de tous les bateaux. Cette équipe a été renforcée. Bon, vous savez que les bateaux de croisière et les navires qui arrivent ici sont obligés de fournir une déclaration maritime de santé. Ils nous fournissent cette déclaration 24 heures avant d'arriver. Le jour d'accostage du navire, on monte à bord avec un médecin de l'ARS. Donc toute personne qui sort du navire a sa température prise et toute personne qui monte à bord du navire a sa température prise. Et ça, c'est à la discrétion des compagnies de croisière. Au niveau de l'aéroport, bon, là on n'avait pas de contrôle sanitaire bien établi. Donc depuis l'alerte coronavirus, on a donc mis en place là aussi le système d'affichage d'information des voyageurs, que l'on a renforcé depuis la mi-février avec une présence physique de personnes de l'ARS qui
sont là pour informer les voyageurs et éventuellement pour leur délivrer des masques au cas où ils répondraient à la définition de cas, au cas où ils auraient voyagé dans certaines zones où le virus circule. Vous avez aussi des sites qui sont particulièrement bien documentés. C'est le site du ministère des Solidarités et de la Santé, qui a vraiment un gros dossier coronavirus, avec en particulier des tas de documents à destination des professionnels de santé. L'ARS a une astreinte. Cette astreinte fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro, c'est le 0820 202 752, et vous avez également une adresse mail qui est veillée en permanence, qui est ARS 972-alerte@ars.santé sans accent.fr. Ça, c'est pour les coronavirus en général. Il faut qu'il y ait une projection à une distance inférieure à 1 mètre et suffisamment prolongée, supérieure à 15 minutes. On n'a pas encore démontré qu'il se comportait exactement comme les autres coronavirus, mais on est en train de le faire et je vous en parlerai tout à l'heure. Quand le R0 est égal à 1, ça veut dire qu'une personne infectée va transmettre l'infection à une autre personne. Les choses ne sont pas encore stabilisées, mais vous voyez qu'on a un R0 qui est estimé actuellement entre, disons, 2 et 3, et donc un pouvoir de contagion qui est proche de celui de la grippe saisonnière. Donc, en synthèse, signes cliniques les plus fréquents, fièvre, toux, dyspnée, donc ça ne nous arrange pas beaucoup en cette période d'épidémie grippale. Signes radiologiques plutôt importants, donc ça c'est inhabituel, pour une infection respiratoire virale, foyer de condensation, infiltrat expansif. Les candidats à traitement, on a un antiviral qui s'appelle le Remdesivir, qui a été développé pour Ebola, qui in vitro a une très bonne activité sur les coronavirus en général et en particulier le SARS-CoV-2. Donc actuellement, il a déjà été distribué et utilisé dans les cas graves en France. Et donc on a la recommandation actuelle de traiter les formes graves et même très graves par ce traitement. L'option qui a été prise au niveau international, OMS, CDC, relayée au niveau national, c'est de se mettre dans ce qu'on appelle des précautions renforcées. REB, c'est un acronyme qu'on utilise beaucoup en ce moment pour risque épidémique et biologique. Et donc ces précautions renforcées REB, c'est donc l'utilisation des précautions standards, ça comme toujours bien sûr, et puis des précautions complémentaires de type R et de type contact. Lorsqu'on a une personne qui est suspecte, eh bien, cette personne doit appeler le centre 15 qui appelle un infectiologue référent. Le cas est classé avec le médecin du SAMU et l'infectiologue référent. Et s'il est classé comme étant possible, eh bien à ce moment-là, il y a un prélèvement qui va être effectué. Et donc pour effectuer ce prélèvement, il y a un certain nombre de précautions qui doivent être prises. Donc le patient doit être conduit à l'hôpital, être mis en secteur d'isolement et le prélèvement est réalisé. Et à partir de ce moment-là, le cas est confirmé ou le cas est exclu. Il y a une structure qui s'appelle le COREL, qui est une coordination nationale sur les risques épidémiques et biologiques, qui met à jour régulièrement cette fiche. Et en fait, dans cette fiche, il y a les critères qui permettent de dépister, c'est-à-dire lorsqu'on a un patient en face de soi, est-ce qu'il peut être considéré comme cas suspect? Et ensuite, le cas, après, est classé en possible ou en exclu, mais cette première partie, finalement, elle concerne les professionnels de santé de première ligne. Donc, normalement, c'est géré au niveau du SAMU, mais c'est une situation qui peut se retrouver à votre niveau et on y arrive tout de suite. On est en train de s'organiser pour pouvoir faire face à ça avec des centres de vacances, etc., qui seront réquisitionnés par le préfet. Et on est en train de voir comment on peut, en Martinique, avoir des centres comme ça qui seront de mise en quatorzaine, qui est
qui est la solution qui est plus utilisée en métropole maintenant, parce que le virus circule tellement que ça n'a pas forcément de sens de mettre en 14 lettres, mais qui aurait encore du sens dans un territoire comme le nôtre. Alors cette stratégie initiale, elle est effectivement d'éviter que les personnes se baladent, d'appeler le centre 15 qui fait une analyse assez complète avec l'infectiologue et de rapatrier le cas au CHU s'il remplit les conditions. Et ces conditions, c'est un peu difficile d'en parler parce qu'elles évoluent un peu tout le temps. C'est-à-dire retour de zone d'endémie, vous voyez que tous les jours, la zone d'endémie, ça change un peu. Donc il y a une analyse à faire et ces cas sont mis actuellement en isolement et on leur fait un prélèvement pour voir s'ils sont ou pas infectés. Et ça s'est passé 4 fois depuis qu'on a les possibilités de test. Les 4 fois, c'était négatif, donc on n'a toujours pas de patients positifs, mais effectivement, ça pourrait venir. Maintenant, il faut être bien clair. C'est-à-dire qu'on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une stratégie où on évite que ça arrive. Donc on a mis ce qu'on pouvait mettre de façon raisonnable au point d'entrée du territoire. On a un système où on doit repérer les gens s'il y en a, mais pour l'instant, c'est quand même quelque chose d'assez faible. On est en épidémie de grippe. Et alors évidemment, si jamais vous vous équipez masque, machin, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a 38 ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tousse un peu, ça va être compliqué dans la gestion des stocks. Donc il va falloir avoir une stratégie. On va vous proposer des choses sur quand est-ce qu'on s'équipe, quand est-ce qu'on s'équipe pas. Il y a un énorme différentiel entre les enfants, les jeunes, qui ont un taux de létalité qui a 0,1%, qui est très faible, et qui est celui de la grippe habituelle, on va dire, et les personnes âgées qui sont à 8-10% de mortalité suite à l'infection, et ça augmente encore s'ils ont des comorbidités. Donc pour la distribution des masques. Donc comment fait-on pour avoir des masques? Vous allez, donc on va tous avoir, en tant que professionnels de santé, pas que les médecins, tous les autres professionnels de santé aussi, on aura, avec votre carte CPS, vous allez dans la pharmacie de votre choix et on aura droit à une boîte de 50 masques chirurgicaux. Donc pour s'identifier, on commence par ça et quand elle est prête, le système a été fait d'approvisionnement le plus pratique et le plus fonctionnel. Donc avec sa carte CPS, on va dans la pharmacie et on a sa boîte de masque chirurgical. Ensuite, pour les patients qu'on estime à risque, donc les patients à 100%, les patients qui sont immunodéprimés, les patients qui ont, puisque vous avez vu que c'est pas aéroporté, mais c'est par gouttelette, donc il faut que le patient, il ait, si quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui est insuffisant respiratoire, et même s'il n'a pas un 100%, on peut 100% aider, on pourra, sur ordonnance médicale, et la docteur Malraux qui est là, donc il pourra nous dire si ça sera remboursé pour le patient ou pas, je ne sais pas. Pour le moment, ce n'était pas prévu, mais je pense que l'assurance maladie, on verra après sur ce système-là. Mais vous faites une ordonnance pour votre patient, parce que les consignes que le président de la République hier, dans la conférence qu'il a donnée, a été claire. Ils ne sont pas accessibles pour tout le monde. Donc les masques chirurgicaux seront accessibles seulement pour les professionnels de santé et pour les patients sur ordonnance si le médecin estime qu'il est patient à risque. Donc vous faites une ordonnance pour une boîte de masques chirurgicaux. Donc on va leur redonner une boîte de 50. Ensuite les masques FFP2, donc qui sont pour une contamination plus, j'allais dire, plus directe. C'est pour vraiment les personnes exposées que sont là, parce que ça va arriver en ville, donc en Bretagne actuellement les patients sont suivis en ville, donc ça va être pour le kiné qui va faire de la kiné respiratoire, pour l'infirmière qui va faire des soins, des soins très proches pour la personne âgée, ça pourrait être pour l'ophtalmo, pour l'ORL, pour le stomato, pour le chirurgien dentiste, donc vraiment c'est variable, mais il faut avoir une distance rapprochée. Voilà.